Y a-t-il un problème de délit d'initié autour de la dernière acquisition de Publicis? La boîte s'appelle Sapient, spécialiste notamment du digital. Le problème, c'est qu'il y a eu des mouvements suspects sur le titre Sapient la semaine dernière. Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services à New York, l'expliquait au cœur d'Intégral Bourse. Je vais vous dire, c'est très étonnant ce qu'on voit. Le titre Sapient était en hausse de 20% entre mardi et vendredi, sans qu'il y ait une seule rumeur de rachat. Et non seulement le titre était en hausse, mais il était en hausse sur des volumes qui étaient entre 3 et 5 fois les volumes moyens. Donc je pense qu'assez rapidement, il va y avoir ici une enquête pour savoir qui avait été informé en avant de ce deal et a pu accumuler des très grosses positions qui évidemment aujourd'hui sont très très gagnantes. Qui est lésé dans l'histoire? C'est évidemment les actionnaires de Publicis, parce que Publicis a payé très cher Sapient. S'il l'avait racheté une semaine avant sans qu'il y ait eu par exemple cette hausse du titre, ils auraient pu économiser 1 milliard de dollars. Donc je pense que même du côté des gens qui se prennent à cœur de défendre les actionnaires, dans ce cas-là, les actionnaires de Publicis sont en tout cas lésés par un mouvement qui est très curieux sur ce titre Sapient la semaine dernière. Ouais, on comprend mieux d'ailleurs la prime de 40%. Le marché n'a pas aimé d'ailleurs hier et a sanctionné Publicis, mais la prime de 40% offerte par Publicis sur l'ensemble de ce titre Sapient. Grégory Volokin, donc Mescart Financial Services à New York, c'était au cœur d'Intégral Bourse hier après-midi sur BFM Business. Il est 7h20. Une défaite annoncée pour Barack Obama. Les Américains votent aujourd'hui pour les élections de mi-mandat et le président risque fort de perdre la majorité au Sénat. On va en parler avec Grégory Volokin à New York. On en parlera surtout demain avec Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Président de Mescart Financial Services à New York. Oui, la seule question qu'on peut vous poser, c'est est-ce qu'on aura a priori un résultat définitif ou au moins une tendance lourde demain matin, ou est-ce qu'il faudra attendre peut-être un peu plus? Écoutez, il est fort possible qu'il y ait au moins 2 États qui soient encore dans la balance, la Géorgie et la Louisiane. Et dans ce cas-là, il y aurait un second tour le 6 décembre. Donc si c'est le cas, évidemment, on ne saura pas si les républicains reprennent la majorité au Sénat. C'est pour ça que je dirais que c'est même ça le suspense. Est-ce qu'on aura un résultat clair demain matin, ou est-ce qu'on aura encore quelques semaines à attendre? Bon, on suivra ça avec vous et on en reparlera évidemment demain quand on aura les premiers résultats, si ce n'est les résultats définitifs. Le pétrole, que se passe-t-il sur le pétrole à nouveau, Grégory? Ça ne s'arrête plus de baisser. Oui, alors là, le coup de grâce, en tout cas temporaire, a été donné par évidemment l'Arabie saoudite en baissant le prix de ses exportations vers les États-Unis. Alors à quoi ils jouent? C'est ça la question. Il faut savoir que les États-Unis importent 4% de la production saoudienne, donc ça veut dire que évidemment pour l'Arabie saoudite, le marché américain n'est pas si important. Par contre, ce qui est important, c'est que les Américains produisent de plus en plus de pétrole grâce au pétrole et au gaz de schiste. Donc c'est devenu un compétiteur avec lequel vraiment les Saoudiens doivent compter. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire à mes yeux? Il y a d'autres analystes qui pensent la même chose. Ils essayent, en tout cas, peut-être pas d'éliminer ce compétiteur, mais ils essayent de rendre beaucoup de la production américaine trop coûteuse pour les producteurs américains. Il faut se dire vraiment qu'en dessous de 75 à 70 dollars le WTI, le pétrole américain, beaucoup de ces puits de pétrole de schiste deviennent non rentables. Alors voilà le jeu des Saoudiens. C'est une petite guerre économique qui est en train de se jouer. Bon, et on est tombé effectivement à 75 dollars et des poussières au plus bas dans les échanges aujourd'hui sur le brut léger américain. On est autour de 77 dollars à présent. Grégory, dans les grosses publications attendues, qui ont eu lieu, il y a Alibaba aujourd'hui. C'est la première publication d'Alibaba depuis sa cotation. C'était évidemment un rendez-vous très attendu. Oui, alors il y a 6 semaines, on ne parlait que de Alibaba. Aujourd'hui, on n'en parle plus tellement, mais en attendant, les résultats sont assez fantastiques. Par exemple, le volume de marchandises qu'ils ont vendues en Chine est en hausse annuelle de 48%. Un autre chiffre, ils ont 200 millions de visiteurs acheteurs mensuels. Ils ont une hausse des profits de plus de 40%. Donc, c'est vraiment l'affaire marche extrêmement bien. Je dirais maintenant, ce qu'il faut attendre de Alibaba, c'est de voir comment ils vont développer une politique internationale. Leurs revenus sont vraiment pour le moment pratiquement uniquement chinois, mais ils vont sûrement pas en rester là. Donc c'est
très belle réussite. L'introduction en bourse a vu le titre en l'espace de 6 semaines en hausse de plus de 40%. Donc c'est un très gros succès ici sur les places financières. Maintenant, qu'est-ce que Alibaba va faire avec tous ces profits? On peut s'attendre sûrement à des acquisitions ou en tout cas à un effort de développement à l'international. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous avant l'ouverture, au moins pour nous donner les points clés de l'actualité qui sera regardée par Wall Street. Grégory Volokin, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services. Il est en direct de New York. Pourquoi veut-on sanctionner Barack Obama? Vous vivez sur place. Mais je crois avoir entendu un peu ce que disaient vos invités, et d'une certaine façon, ils ont assez raison. C'est plus une question de ressenti qu'autre chose. C'est-à-dire que, évidemment, que l'économie américaine s'est bien améliorée statistiquement depuis 2008. Toutes les données sont un peu au vert, que ce soit au niveau de l'emploi, du chômage, que ce soit au niveau de la production industrielle, mais la classe moyenne, qui est quand même, je dirais, les 3/4 de la population, ne sent pas vraiment de progrès. Les salaires ont stagné, ça c'est absolument certain, et je pense que l'Américain, qui est un grand consommateur, juge un peu son président d'après son pouvoir d'achat, et son pouvoir d'achat, en fait, non seulement n'a pas augmenté, mais il a diminué sur les 10 ou 15 dernières années. Par contre, je dirais qu'il faut vraiment faire attention de ne pas blâmer Obama. Il est sûrement responsable de beaucoup de choses, mais les États-Unis font partie d'une économie mondiale, globale, avec des échanges avec des pays tels que les pays européens, avec les pays asiatiques. Il y a beaucoup de données qui sont à mettre en parallèle, et disons, s'il y a une reprise aux États-Unis, ce n'est pas le président qui peut tout faire. Oui, les États-Unis qui sont maintenant indépendants énergétiquement, qui ont développé les pétroles, les gaz de schiste, Barack Obama y est quand même pour quelque chose, non, Grégory Volokin? Écoutez, c'est difficile à dire que si Barack Obama est pour quelque chose. Les États-Unis sont un pays quand même très démocratique. Il n'a pas été empêché, on n'a pas empêché les entreprises de forage de faire des explorations de gaz de schiste, et c'est vrai que ça a été un grand plus pour l'économie. C'est aussi vrai que ça devient un souci aujourd'hui avec le cours du pétrole qui est en train de baisser d'une façon extrêmement rapide. Je me souviens, il y a quelques semaines, je déjeunais avec le CEO de ConocoPhillips, et il disait des plus grands créateurs d'emplois aux États-Unis, c'était tout ce qui avait un rapport avec l'industrie de l'énergie. Alors, si l'industrie de l'énergie maintenant est face à un cours du baril à 70-75 $, ça va être beaucoup plus difficile pour cette industrie. Donc, pour répondre à votre question, même dans des circonstances aussi particulières que celles du développement de la politique énergétique, on ne peut pas dire que c'est grâce à Obama. Au contraire, à la limite, Obama aurait plutôt freiné, vu que les démocrates sont plutôt du côté entre guillemets des écologistes, si on en trouve vraiment aux États-Unis. Obama aurait plutôt freiné tout ce qui est expansion des ressources pétrolières, ou en tout cas des ressources pétrolières dues au fracking. Benaouda Abdelhaim. L'un des dossiers prioritaires pour la République, s'il l'emporte, c'est Keystone. C'est un oléoduc qui irait vers le Canada. Canada et États-Unis. Donc ça c'est un dossier fondamental pour les Américains, pour les républicains américains. Ensuite, effectivement. En quoi c'est fondamental Parce que pour eux, ça pourrait acheminer beaucoup plus de pétrole du Canada. Et Obama y est opposé jusqu'à. Il est opposé, et ça fait des années que le projet est bloqué. Autre point, depuis un certain temps, il y a une sorte de volonté américaine de la part de l'administration Obama de rejoindre le concert des nations du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un monsieur environnement à la Maison-Blanche qui s'appelle John Podesta, qui est haï des républicains parce qu'il pousse finalement à rejoindre ce mouvement international de réduction des gaz à effet de serre, à davantage donner, à prendre en compte par exemple la pollution des rivières, la pollution des nappes phréatiques. Ce sont des éléments, disons,
même très nouveau par rapport à l'administration Bush. Et ça, effectivement, les républicains et les nombreux lobbyistes du secteur pétrolier, gazier, etc., comptent faire payer à cette administration Obama cette petite avancée du point de vue de l'environnement qui a lieu actuellement à la Maison-Blanche. Alexandra Estio, BNP Paribas. Oui, puis il ne faut pas oublier le partage des pouvoirs aux États-Unis. C'est un État fédéral, donc le président des États-Unis, c'est le président de la fédération. Il a des pouvoirs, mais il y a quand même énormément de choses qui se décident au niveau local, au niveau des États, au niveau des cantons. Et donc, ce qu'on a vu, c'est certains États qui autorisaient des forages et d'autres qui ne les autorisaient pas. Donc, Obama n'y est pas forcément pour grand-chose. Bon, très bien. Je pose la question, j'avais l'impression. Dominique Simonet. Oui, il faut effectivement souligner le poids des lobbies dans cette campagne. C'est l'une des campagnes les plus chères de l'histoire. Ça monte toujours d'un cran à chaque fois. On parle de 3,7 milliards de dollars. Ouais, pas loin de 4, effectivement, pas loin de 4. Il y a notamment les fameux frères Koch, qui sont des milliardaires, la 5e fortune des États-Unis, qui sont des milliardaires pétroliers et libertariens, c'est-à-dire qui sont pour une espèce de libéralisation la plus échevelée possible, et qui ont extrêmement pesé dans cette campagne pour soutenir les candidats républicains qui sont les plus radicaux. Donc voilà, le facteur argent joue un rôle très très important une fois encore. Oui, Ben Aouda Abdelhaim, et puis juste après Grégory Volokin à New York sur ce sujet. En même temps, pendant cette campagne, l'épouvantail des frères Koch a beaucoup servi aux démocrates. Les chefs de file démocrates s'en servent à tort et à travers. En même temps, on peut parler de lobby, mais dans certains États qui vont être perdus, probablement d'ailleurs par cette candidate au fusil dans le Kentucky, parce que il y a des dizaines et des dizaines de mines de charbon, de centrales à charbon qui ferment, étant donné l'évolution de la législation voulue par l'administration Obama. Les gens disent c'est très bien l'environnement, mais si en même temps on perd notre emploi dans le Kentucky, nous on s'en fiche. Donc voilà, il y a aussi ça, il y a ce poids aussi de l'emploi qui compte. Oui, justement, quels sont les sujets au cœur de la campagne, Grégory Volokin? Comment les différents groupes d'intérêt se manifestent-ils? C'est très intéressant parce que ça a beaucoup changé si on regarde sur les 6 ou 9 derniers mois. Il y a 9 mois, par exemple, les républicains ne parlaient qu'une chose, c'était de Obamacare. Ils voulaient vraiment revenir sur Obamacare, annuler cette loi de Obama. Et en fait, le sujet a été pratiquement abandonné maintenant pendant la campagne. Et en fait, on a plus une campagne, je dirais, qui n'est ni vraiment basée sur l'économie, ni vraiment basée sur des données très 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 précises, mais plus une campagne un peu de ras-le-bol en disant il faut remuer les choses à Washington, il faut changer, enfin des grands slogans qui n'ont pas vraiment beaucoup de profondeur, mais qui se basent quand même, comme on le disait tout à l'heure, sur le fait que pour beaucoup de gens aux États-Unis, cette reprise économique, ils la sentent pas du tout. C'est un tout petit peu ça. On essaye de pousser les gens à voter pour que les choses changent, mais je dirais pas du tout que ni les républicains ni les démocrates puissent montrer vraiment une direction dans laquelle ils veulent aller pour faire changer quoi que ce soit. Grégory Volokin, socialement, est-ce qu'il y a de plus en plus de pauvres? On dit que dans certaines villes, le nombre de SDF explose. Vrai, faux? Écoutez, alors moi je vais vous dire très franchement, à Paris il y a 2 semaines, il y a beaucoup plus de SDF à Paris que dans la plupart des grandes agglomérations américaines, et notamment à New York. Il faut pas oublier aussi que le niveau de chômage aux États-Unis, on est en dessous de 6%. Il faut pas non plus forcément peindre le diable sur la muraille. Les États-Unis sont un pays qui ont traversé une crise économique, mais qui petit à petit s'en sortent quand même relativement bien, même si la richesse n'est pas partagée. Alors, pour vous donner un peu une idée de cette richesse, c'est tout simple. 1% de la population détient 34% de la richesse aux États-Unis. Et 20% de la population en détient 80%. Donc évidemment que c'est mal partagé, mais il ne faut pas non plus penser que les gens sont partout couchés dans les rues en train de mendier. C'est pas du tout la réalité. Dominique Simonet.
c'est donc la cohabitation comme prévu, si j'ose dire. Les démocrates ont perdu ce qu'on appelle les élections de mi-mandat. Barack Obama entre en phase de cohabitation, mais écoutez Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services à New York, c'est une affaire que les Américains savent gérer et qui ne devrait pas avoir de conséquences économiques importantes. Non, on ne va pas écouter Grégory Volokin. C'est dommage, c'est exactement ce qu'il vous le disait. Voilà, on l'écoute maintenant, c'est parti. Le président américain n'a pas tellement de pouvoir. Il ne faut pas non plus déifier cette fonction. Et très souvent, on va se rendre compte dans les mois prochains, en fait, que le centre du pouvoir, surtout si les républicains l'emportent au Sénat, va totalement se déplacer de la Maison Blanche vers Capitol Hill, comme on appelle l'endroit où il y a les deux chambres. Donc, il restera pour Obama, en gros, la politique étrangère, dans laquelle il se sent absolument pas à l'aise. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et il restera donc pour Obama la façon de diriger en gros par décret. Et avec son droit de veto. Mais la politique et ce qui va se faire sur les 2 prochaines années aux États-Unis risque vraiment de se faire à la Chambre des représentants et au Sénat si les républicains ont ces 2 chambres demain matin. Grégory Volokin, donc Mescart Financial Services, c'était donc hier au cœur d'Intégral Bourse. C'était hier.